sûr que vous avez entendu parler de Citizen Science, la science citoyenne. Là, par exemple, c'est une application qui s'appelle Cell Slider, qui a été aussi développée pendant un hackathon, Hack the Cancer, hackathon contre le cancer, organisé par UK Cancer Research en Angleterre. Le jeu consistait à résoudre un problème très précis, comment traiter toute la masse de photos de cellules cancérigènes ou pas que UK Cancer Research possédait. Comment analyser? Est-ce qu'on va embaucher des doctorants, comme moi, qui vont passer 3 ans à analyser 100 000 photos, ou plutôt on va créer quelque chose pour engager un public large, plus large, et qui pourrait être motivé par le côté humanitaire, justement, social de la tâche? Et ils ont décidé de faire cette application qui est un jeu pour iPhone, iPad et Android, où tu dois passer une petite formation de 10 minutes, apprendre les différents types de cellules et passer ton temps à regarder les photos et décider est-ce que tu vois ici des cellules plutôt pathogènes ou pas, et si oui, tu cliques et ça c'est vérifié par 5 autres utilisateurs. Donc il y a une vérification quand même, parce qu'on ne peut pas tout à fait faire confiance à la foule les yeux fermés. Donc il y a un système de peer review qui permet d'avoir une probabilité plus ou moins forte que les réponses sont vraies. Donc il y a plus précisément 2 528 655 images analysées. Et ça fait 1 an et demi que ça existe, c'est pas mal. Là, on était au 3e niveau, où l'utilisateur devient analyste, et on passe au dernier niveau, avec les derniers exemples, où l'utilisateur devient producteur de la donnée, sensible. La donnée sur des questions où soit les entreprises, soit les administrations ne veulent pas ouvrir leurs données. Donc on va faire un petit voyage en Russie, on voit une carte de Moscou, avec plein de points bleus. Ce sont des tâches qui correspondent au nid de poule, et au problème de la qualité routière, en fait. Parfois, c'est 340 nids de poules dans le même quartier. Pourquoi c'est très important pour la Russie? Déclarer un nid de poule, pour la Russie, devient déclarer un cas de corruption. Parce que derrière chaque problème routier, il y a l'argent public qui a disparu. Il a disparu quelque part entre le ministère des Transports et les municipaux qui devraient gérer le trou. Donc, comment faire? Distribuer la tâche, faire du microtasking, c'est un processus très important pour comprendre en fait comment marchent toutes les applications de crowdsourcing. Ça veut dire qu'au lieu de prendre le grand problème de la corruption en général, on a très peur de dire moi je suis contre la corruption du gouvernement de Poutine, mais par contre on n'a pas peur de dire moi je suis contre ce trou à côté de chez moi. Et l'idée c'est de faire le lien entre le trou à côté de chez moi et le trou dans ma poche et dans le budget public en fait. Donc on s'engage, on fait engager les gens, on fait s'engager les gens dans la vie politique en les incitant à s'occuper de leur maison, de leur cours, de leur route. Et ça commence par déclaration avec photo, géolocalisation d'un trou. L'application génère un texte de plante. C'est un texte qui se base sur le code routier, sur le code administratif. Donc c'est un texte juridique blindé, très fort, presque invincible, qui est envoyé ensuite tout en haut à l'inspection routière, qui descend petit à petit la plante vers le petit fonctionnaire responsable de cette route en disant mais aïe aïe aïe, t'as pas fait le travail, les citoyens nous surveillent. Et oui, avec ces applications, c'est nous qui commençons à les surveiller, c'est pas l'inverse. Et comme les Russes ont très peur de leur hiérarchie en fait, l'hiérarchie marche comme une sorte de, je dirais, mécanisme de redirection, si vous voulez, en fait. C'est comme une API. On envoie la plante et elle commence à hop, et elle vient à la personne qui est responsable, qui intervient avec tout ce mécanisme, je dirais, de trigger, déclenchement. Voilà, merci beaucoup. Vous voyez, en plus, cette appli permet de voir les photos des trous que les autres utilisateurs ont déclarés et suivre en temps réel qu'est-ce qui se passe avec le trou. L'application prévoit dans le code le délai légal de traitement d'une plante, c'est de 35 jours, c'est beaucoup. Au bout de 35 jours, l'application vous renvoie une notification en disant « Est-ce que vous pouvez bien vérifier si le trou a été réparé ?» C'est intéressant comment le code juridique s'incorpore en fait dans le code informatique. Et la fameuse phrase « Code is law », on connaît, beaucoup de gens connaissent ici, elle devient effectivement assez intéressante dans ce contexte. Dans le cas suivant,
On a affaire à un problème encore plus sensible, c'est les fraudes électorales. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des mouvements en 2011-2012, quand Poutine n'est pas encore devenu fou. Il y avait beaucoup de fraudes électorales pendant les élections législatives en décembre 2011, ce qui a déclenché un mouvement de masse. Les gens sont sortis dans la rue en déclarant une chose: on veut des élections justes. Si les gens vraiment votent pour Poutine, ok, mais on veut avoir des vraies données. Mais c'est pas possible. On ne peut pas compter sur le gouvernement qui nous donne des données comme ça. Donc, c'est à nous de les produire. Cependant, observation des élections, c'est quelque chose de très compliqué. J'ai fait ça, j'ai travaillé plusieurs fois en tant qu'observatrice pour des candidats d'opposition. Et je dois vous dire qu'il y a plus ou moins, peut-être la moitié du nombre des personnes qu'on a maintenant, qui est dans une chambre 2 fois plus petite que celle-là, qui font des manipulations avec des feuilles A4, avec des tampons, des signatures. Et pour une personne lambda, c'est complètement obscur. C'est comme si c'était un tribut qui pratiquait des rites bizarres. Vous ne comprenez pas comment la commission électorale agit, c'est quoi les codes, qu'est-ce qui est une fraude, comment la dissimuler. Donc si vous venez un observateur naïf, vous êtes perdu, on va vous écraser, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Il faut un outil qui va vous accompagner. Cette application, c'est un outil qui incorpore le code électoral. Le checklist, le menu, est fait avec des simples questions qui guident l'observateur tout au long du processus de vote. En fait. Il entre dans le bureau à 6 h du matin, il commence à remplir avec son application un questionnaire. Est-ce que vous voyez un matériau de propagande dans la salle? Oui. C'est une fraude. Article tel, numéro tel. Donc, vous pouvez vous adresser au chef de la commission. Et à la fin, cette application, vous voyez à gauche, c'est le questionnaire. On a bleu pour oui, rouge pour non. Donc, c'est très simple. On répond au questionnaire et à la fin, l'application nous compte combien il y a de fraudes. Et si on veut savoir plus, on peut avoir une explication légale, juridique des fraudes. Donc là, on voit la statistique pour Moscou, c'est 156 721 fraudes, avec une liste des fraudes les plus populaires aussi. On peut aussi avoir une carte pour voir dans quel bureau il y a plus de fraudes. Et ça a beaucoup servi pour mobiliser les gens, pour leur prouver qu'effectivement, on n'est pas en train de paranoïer, il y a de la vraie donnée derrière. Et il y a aussi une forme de vérification dans cette appli, parce que sinon tout le monde pourrait dire une fraude. Non, c'est que les observateurs officiels qui peuvent l'utiliser. Pour ça, ils doivent photographier leur carte d'observateur. Donc cette application a une forme juridique en fait, parce qu'un observateur officiel, il signe un papier qui l'engage à être responsable dans le cas où il ment. Donc l'application ici sert comme un instrument de contre-démocratie, si on cite Rosan Vallon, production de données qui peut vraiment mettre en cause la légitimité du gouvernement russe. Dernier exemple, on revient en France aujourd'hui. C'est l'application qui touche à encore un problème assez sensible, c'est le contrôle faciès, c'est la discrimination ethnique en général. C'est un problème qui est problématique pour 2 raisons. Première chose, c'est qu'il n'y a pas de données sur le nombre de contrôles d'identité. Le ministère de l'Intérieur il ne fait pas de statistiques sur ça. Combien de personnes il contrôle par jour, ou dans quelle région, à côté de quel métro il y a plus de contrôles ou moins. Il n'y a pas de statistiques. Alors, c'est à nous de les produire. Et le collectif Stop le contrôle faciès a décidé de s'engager pour montrer qu'effectivement, il y a un problème. Une personne de couleur a beaucoup plus de chances de se faire contrôler qu'une personne qui a l'air d'un élève ingénieur ou d'une doctorante en sociologie à l'école des mines. Pourquoi? On ne sait pas trop. Parfois c'est fondé, parfois c'est pas fondé. Donc ils ont décidé de faire cette application pour témoigner si quelqu'un se fait contrôler ou si toi-même tu t'es fait contrôler. Encore une fois, c'est basé sur la loi. On demande à la personne de fournir des données qui vont servir ensuite en cas de poursuite juridique, comme preuve que la personne effectivement a été contrôlée. S'il y a des violences du côté du policier, il peut couvrir des risques de poursuite en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a 3 niveaux d'action dans cette appli. Premier niveau,
défendre les individus, les victimes du contrôle. Deuxième niveau, construire des statistiques sur le contrôle faciès. Troisième niveau, agir au niveau législateur et proposer une réforme du contrôle d'identité. Donc aujourd'hui, cette association s'engage à proposer leur projet de réforme de contrôle d'identité, obliger tous les policiers de nous donner des reçus de contrôle d'identité. C'est très simple. Et tout ça grâce à une application. Donc c'est fini avec les exemples. Et juste pour vous dire, j'ai l'impression qu'on passe à un moment important de l'histoire des technologies où les technologies peuvent nous aider à nous déprofaniser nous-mêmes et à comprendre qu'effectivement, non seulement on peut coder, on peut aussi produire de la donnée et couvrir certaines questions qui restent obscures, participer à la science grâce aux applications des sciences citoyennes, participer à la construction d'une nouvelle forme de démocratie et faire plein d'autres choses, et même pour l'entreprise, parce que c'est de là-bas, de l'univers de l'entreprise, que le terme de crowdsourcing a commencé à faire sa route longue vers, j'espère, une égalité dans la production des données. Merci.